Alors, bon, je sens que c'est la panique au sujet de Manon 4. Alors, je vais vous faire un petit résumé en un petit quart d'heure ou 20 minutes de ce que vous pouvez mettre dans votre fiche au sujet de ce texte de la mort de Manon. Donc, on l'a lu en classe, on a déjà défriché un petit peu les choses ensemble. On avait établi un plan. Alors, finalement, je pense qu'il serait peut-être pas mal d'inverser les deux premières parties. Ce serait plus simple. Je m'en suis rendu compte là en regardant à nouveau le texte. Je pense que pour vous, pour un oral, ce sera peut-être plus facile d'étudier d'abord le pathétique de la scène. Donc, je vous propose d'étudier d'abord cette scène comme une scène de mort pathétique. Ensuite, de montrer que le récit est subjectif et que tout est centré sur la personnalité de Desgrieux. Et enfin, ce qu'on avait dit, punition ou rédemption, on va analyser le sens qu'on peut donner à cette mort de Manon. Donc, dans une première partie sur le pathétique de la scène, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Vous pouvez étudier le passage. Mais lorsqu'elle eut satisfait sa tendresse, avec quelle ardeur la mienne ne prit-elle pas son tour? Je me dépouillais de tous mes habits pour lui faire trouver la terre moins dure en les étendant sous elle. Donc il y a une sorte de mise en scène, et ce qu'il faut que vous étudiez, vous allez commencer par montrer dans votre première partie que l'abbé Prévost met en scène ici un couple amoureux. Et c'est l'amour qui va renforcer, c'est la description de l'amour qui va renforcer le pathétique. Donc il met en scène un couple amoureux et il insiste sur le comportement généreux et délicat de ces amoureux. Donc ça, on l'avait traité en classe. Donc vous relevez les termes tendresse qu'on va retrouver à plusieurs reprises dans le texte et vous montrez que chacun des deux amants est extrêmement délicat, qu'il y a une sorte de rivalité dans la générosité, de lutte entre eux. Donc c'est tout le passage qu'on avait étudié en classe. Elle avait pensé elle-même ma blessure, je m'opposais en vain à ses volontés. Il montre qu'il obéit à Manon pour lui faire plaisir. Je l'aurais accablé mortellement si je lui eusse refusé la satisfaction de me croire à mon aise. Chacun joue un rôle. Desgrieux principalement joue un rôle. Il laisse sa maîtresse jouer son rôle d'amante pour pouvoir la satisfaire. Et donc lui, il va se laisser faire pour satisfaire sa maîtresse. Donc c'est cette soumission de Desgrieux, cette soumission par amour aux volontés de sa maîtresse qu'il faut souligner ici. Donc on a un couple amoureux, mais un couple qui va être séparé par la mort. Donc après, il faut que vous décriviez le pathétique de la description de la mort de Manon. Donc ce pathétique, je vous rappelle, vous le mettez toujours en lien avec l'amour. Pour l'amour, vous avez au milieu de votre texte, premier, deuxième, troisième paragraphe, je ne pris d'abord ce discours que pour un langage ordinaire dans l'infortune, et je n'y répondis que par les tendres consolations de l'amour. Donc c'est tendres consolations de l'amour que vous relevez et que vous rattachez au terme tendresse qu'on avait relevé au début. Donc la description, qu'est-ce qui est à relever vraiment dans la description de la mort de Manon? Premièrement, c'est qu'elle est évoquée exclusivement à travers ses symptômes physiques. Les symptômes physiques sont liés principalement à la disparition de la chaleur. Or, vous avez lu la littérature du XVIIe siècle et vous savez que le feu, c'est une métaphore habituelle de l'amour. C'est ce qu'on a chez Racine, par exemple, en permanence. Alors vous repensez aussi simplement au feu de l'amour, par exemple, la série là, qui nous insupporte depuis au moins 30 ans à la télévision. Donc le feu, c'est la métaphore de l'amour. Or, que voit-on dans le texte? On voit que Manon se refroidit progressivement. La mort chez elle va prendre l'apparence du froid, elle va prendre la forme du froid et du silence. Manon, c'est une jeune femme extrêmement pétillante. Tout au long du roman, on a vu qu'elle aimait les plaisirs, qu'elle aimait la vie foisonnante, qu'elle aimait l'ardeur. Et le terme ardeur est un terme qui renvoie aussi à la métaphore du feu, qu'elle aimait l'ardeur de la vie parisienne et qu'elle détestait le silence, qu'elle était toujours au spectacle, en groupe, avec des gens, à des dîners. Or, ici, on voit le silence s'installer progressivement dans le texte. Et puis, Manon est froide. Donc, vous l'avez, par exemple... Ah oui, pour revenir à l'ardeur, excusez-moi, il est un petit peu tard et je suis un peu confuse, mais lorsqu'elle lui satisfait sa tendresse, avec quelle ardeur la mienne ne prit-elle pas son tour? Donc vous voyez, l'ardeur de l'amour, on l'a. Cette métaphore qui associe le feu et l'amour, le feu et la tendresse, est présente dans le texte.
Que fait Desgrieux? Il échauffe ses mains. J'échauffais ses mains par mes baisers ardents. Donc vous relevez bien l'adjectif ardent, et puisque c'est une thématique très présente. J'échauffais ses mains par mes baisers ardents et par la chaleur de mes soupirs. Donc il faut associer échauffer, ardent, chaleur. Le pôle de chaleur, le pôle d'amour actif, c'est Desgrieux, tandis que Manon se refroidit puisque ses mains sont glacées. On retrouve la même chose un petit peu après. Elle me dit d'une voix faible qu'elle se croyait à sa dernière heure. Donc elle me dit d'une voix faible, la voix faible est à associer au thème du silence qui va être un précurseur de la mort. Le rythme ternaire qui suit va dans le même sens, mais ses soupirs fréquents, son silence à mes interrogations, le serrement de ses mains dans lesquelles je continue à tenir les miennes me firent connaître que la fin de ses malheurs approchait. Donc vous repérez la présence de l'adjectif possessif, ses soupirs, son silence, serrement de ses mains, qui structure le rythme ternaire, et on retrouve ce thème du silence, soupir et silence, dans une scène dans laquelle Manon ne prononce qu'une seule phrase. Elle me dit que elle se croyait à sa dernière heure. Donc les seules paroles de Manon sont là pour annoncer sa propre mort. Ça, on y reviendra dans le grand 3. Donc les signes de la mort sont physiques et le corps de Manon est évoqué principalement à travers sa voix, ce thème du soupir qui est très présent, et donc soupirs de Manon qui sont des soupirs d'agonie qui s'opposent aux soupirs de Desgrieux qui sont des soupirs d'inquiétude amoureuse, et à travers ses mains. Donc ce sont les mains de Manon que Desgrieux tient en permanence. Elles sont évoquées, vous allez repérer dans le texte, les évocations des mains, elles sont évoquées à plusieurs moments. Les mains, la liaison des mains, c'est le symbole du couple. C'est le symbole du nœud, qui peut être la préfiguration du nœud marital que les deux amants n'ont pas pu contracter, n'ont pas pu se marier. Le nœud est le symbole de leur amour. Donc ils vont se tenir par les mains, et c'est ainsi l'image du couple qui est physiquement évoquée. La mort de Manon n'est pas dite de façon absolument explicite. Le mot mort n'est jamais utilisé. Donc ça, il faut le souligner. Desgrieux, qui raconte la scène, et ça on va passer au grand 2, Desgrieux qui raconte la scène utilise systématiquement des atténuations, des euphémismes, donc E-U-P-H-I-S-M-E, des euphémismes pour évoquer la mort de Manon. Donc on a le terme dernière heure dans les paroles même de Manon rapportées au style indirect, et puis on va avoir le terme expirer au moment même qu'elle expirait. Donc ce verbe, qui est un synonyme évidemment du verbe mourir, est construit sur le radical de la respiration. Vous voyez, expirer, inspirer. Expirer, c'est faire sortir son souffle, c'est spire dans le verbe qui veut dire respiration, et donc c'est ce qu'on a dans respirer. Et on voit bien que la vie est associée au souffle. Donc vous liez tout ça au silence de Manon et à l'évocation de son corps à travers simplement son souffle, sa respiration, et donc sa voix et ses mains. La mort de Manon est dite en une seule phrase, précisément « je la perdis ». Ah oui, autre euphémisme, la fin de ses malheurs. Ses soupirs fréquents, son silence à mes interrogations me firent connaître que la fin de ses malheurs approchait. Donc la fin de ses malheurs, c'est une périphrase atténuée qui évoque également la mort. Mais donc le mot mort, précisément, mort, mourir, morte, n'est jamais employé dans le passage. Et le seul moment où on va évoquer les choses aussi de façon très directe, en 3 mots, je la perdis, associe le couple je pour Desgrieux, la pour Manon, et la notion de perte. Donc c'est dit de façon très laconique. La Laconie, c'était la région de Sparte. Et les Spartiates avaient l'habitude de parler de façon efficace. Donc ils ne se perdaient pas en grandes phrases, ils allaient directement à l'essentiel. Donc laconique, ça veut dire qui dit l'essentiel en peu de mots. Donc on a une évocation, une expression laconique de la mort de Manon à travers cette phrase qui contient juste 3 mots, 2 pronoms qui évoquent les 2 membres du couple et le verbe qui évoque l'acte, cette mort en tant que acte subi par Manon. Dans une deuxième partie, on peut évoquer la subjectivité du récit en rappelant que tout est vu à travers le regard de Desgrieux. Et en fait, ça pose un certain nombre de problèmes.
parce que Des Grieux n'est pas un narrateur absolument fiable et on a vu tout au long du roman qu'il orientait considérablement la réception de l'histoire, du récit par son lecteur. Donc il est présent partout et ce dont on se rend compte, c'est qu'il centre l'intégralité du récit sur lui. C'est tout à fait étonnant. Au lieu de centrer réellement le récit sur Manon, il centre le récit sur lui et sur ce qu'il a ressenti. Donc on le voit dès le début, je m'opposais, j'aurais achevé de l'accabler mortellement si je lui eusse refusé, je me soumis durant quelques moments, je reçus. On voit que toutes les phrases commencent par je. Donc on a un personnage qui finalement est assez auto-centré et qui se met en avant dans cette scène qui pourtant raconte l'agonie de sa maîtresse. Et je me dépouillais de tous mes vêtements. Donc ce sont des verbes qui renvoient à son comportement physique ou comportement moral, et qui sont centrés sur sa propre personne. Vous vous souvenez, il est 2 fois présent dans le texte, puisqu'il est présent en tant qu'acteur jeune au moment de la mort de Manon, et il est présent en tant que narrateur dans le récit enchâssé. Donc ce récit enchâssé, il va falloir que vous en parliez à un moment donné, et je pense que la deuxième partie, c'est le moment de rappeler la structure narrative de Manon Lescaut et de rappeler ce système qui met en scène l'abbé Prévost inventant le personnage de Renoncourt, Renoncourt étant le vrai narrateur, racontant sa rencontre avec Des Grieux après la fin de l'histoire, et Des Grieux racontant son histoire avec Manon. Donc, il va intervenir, et en fait, on a une scène qui est tout à fait étonnante, puisqu'il commente autant qu'il raconte. Les commentaires que Des Grieux ajoute au texte sont presque aussi nombreux que les passages purement narratifs décrivant ou racontant la scène. Par exemple, vous avez ce paragraphe central. « Pardonnez si j'achève en peu de mots un récit qui me tue. Je vous raconte un malheur qui n'eut jamais d'exemple. Toute ma vie est destinée à le pleurer. Mais quoique je le porte sans cesse dans ma mémoire, mon âme le semble reculer d'horreur chaque fois que j'entreprends de l'exprimer. » Donc ici, il faut que vous rattachiez ce passage au côté excessif de la littérature des Lumières. On est en plein milieu du XVIIIe siècle, c'est le plein mouvement des Lumières, et vous vous souvenez qu'au théâtre, par exemple, un des genres créés par les Lumières, c'est le drame bourgeois, et que le drame bourgeois est extrêmement larmoyant, extrêmement sentimental. On avait déjà parlé de ça, pour vous en souvenir, vous reprenez le texte de Marivaux, l'extrait de l'île des esclaves. Et vous vous souvenez, dans cet extrait, avec Cléantine, Euphrosine, Arlequin, ils passent leur temps à pleurer, à se mettre à genoux, et ils extériorisent énormément leurs émotions, leurs sentiments, ils s'y livrent avec complaisance. On n'est pas du tout dans la maîtrise qu'avait professé le XVIIe siècle. Donc là, on est au XVIIIe siècle, et au XVIIIe siècle, tout est hyperbolique. Les sentiments, les sensations, les émotions et leur expression sont hyperboliques. Donc l'hyperbole, on la retrouve ici. Un récit qui me tue, il n'est pas mort, Des Grieux, puisqu'il parle et puisqu'il va continuer à vivre longtemps après l'histoire. Un malheur qui n'eut jamais d'exemple, ça c'est excessivement hyperbolique, de considérer qu'on a vécu quelque chose d'unique, de non comparable à quoi que ce soit vécu par quelqu'un d'autre. Toute ma vie est destinée à le pleurer, donc là encore on a une hyperbole, il se projette, donc d'un côté il évoque sa propre mort par ce récit, et dans le même temps il se projette dans une destinée de larmes, un temps long, toute sa vie future, consacrée à la mémoire de Manon et à la complaisance envers son propre malheur. Mon âme semble reculer d'horreur. Je pense que vous avez souvent une note dans vos éditions. Reculer d'horreur, pour un lecteur du XVIIIe siècle ou pour un lecteur moderne un peu érudit, ça fait penser à un extrait de l'Énéide de Virgile. Une scène extrêmement célèbre dans laquelle Énée, le héros troyen de l'Énéide, celui qui va fonder, en fait, qui va être l'ancêtre des Romains, donc une scène dans laquelle Énée va arriver à Carthage, rencontrer la reine Didon, et il va se mettre à raconter la destruction absolue de Troie. Et cet immense incendie de Troie qui est dans l'imaginaire européen un référent culturel hyper important, qui est multi-représenté en peinture, qui est le modèle de tous les incendies qui vont être racontés ou vécus. On parlera de l'incendie de Troie au moment de l'incendie de Berlin, au moment de l'incendie de Moscou, etc., pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc reculer d'horreur, c'est Horresco referens, je suis saisie d'horreur en racontant cela.
Donc on a une référence ici, très certainement littéraire, qui renvoie à une immense catastrophe parce que la destruction de Troie, c'est la catastrophe fondatrice de tout l'imaginaire tragique européen. Donc ça aussi, c'est hyperbolique, en fait. C'est à connecter à ce thème du côté indicible de la douleur qu'il ressent. Indicible, ça veut dire qui ne peut pas être exprimé, qui ne peut pas être dit. Et, euh, et c'est toute la thématique des commentaires de Desgrieux. Pardonnez si j'achète en peu de mots un récit qui me tue. Le fait de parler, c'est la reviviscence par la parole, par le récit de ce qui a été vécu et donc des souffrances qui ont été ressenties. Donc ce thème, on l'avait déjà, vous pouvez le rapprocher des autres textes. On l'a déjà travaillé, ce thème-là, le fait que raconter quelque chose, c'est le revivre. Et c'est pour ça que les... Excusez-moi, j'ai une notification. C'est pour ça que le récit dans Manon Lescaut est aussi vivant, aussi invraisemblable également, parce qu'il n'est pas possible que quelqu'un parle comme ça sur un équivalent de 250 pages. Donc en racontant son histoire, Desgrieux la revit, et c'est pour ça qu'il modalise autant son récit, que son récit est aussi subjectif. C'est parce qu'il est intégralement impliqué émotionnellement dans son récit. Oui, on retrouve ça à la fin. N'exigez point de moi que je vous décrive mes sentiments, ni que je vous rapporte ces damnées expressions. N'exigez point de moi. Donc on a deux impératifs. Pardonnez, n'exigez point de moi. Et là, vous devez rappeler à qui il s'adresse. Donc il est en train de parler à Renoncourt. C'est une allusion au récit 4. Prévost, tout au long de son roman, ajoute ainsi des petites mentions du récit cadre qui enchâsse le récit de Desgrieux. Donc là, il s'adresse à Renoncourt, mais en réalité, le lecteur est tellement impliqué dans la scène qu'on a presque l'impression que c'est à nous qu'il s'adresse. Le lecteur a presque l'impression que Desgrieux, à ce moment-là, lui parle à lui-même et qu'il est en train de dialoguer, qu'il y a un dialogue qui s'est instauré entre le personnage et lui-même en tant que lecteur. Donc c'est tout à fait habile comme procédé pour faire ressentir au lecteur les émotions du personnage. C'est un procédé qui va créer l'empathie entre le lecteur et les personnages et qui va permettre en fait au lecteur de ressentir le plaisir émotionnel, qui est un des objectifs de la littérature, de ressentir ce plaisir émotionnel qu'on a quand on vibre avec un personnage et quand on ressent, en étant nous en toute sécurité, quand on ressent les émotions que le personnage a senties. Et donc on peut passer au grand 3, parce que l'idée c'est que je fasse très court. On peut passer au grand 3 qui s'interroge sur la valeur qui est à donner à cette mort. Donc la mort de Manon apparaît, et elle apparaît dans le texte, sous deux angles différents, d'un côté comme une punition et de l'autre côté comme la rédemption de Manon. La punition, c'est la façon dont Desgrieux présente la mort de Manon. Donc vous l'avez quand il apostrophe directement Dieu. Donc, que fait-il pendant que Manon agonise? Il prie. Donc, quand vous analysez ce passage, il passait la nuit à prier le ciel de lui accorder un sommeil doux et paisible. Vous rappelez que Desgrieux, au cours du roman dans son intégralité, n'a cessé d'hésiter entre le séminaire et Manon, d'hésiter entre Dieu et l'amour. Donc il y a deux divinités. Vous vous souvenez que l'amour est présenté souvent au cours du roman comme une divinité. C'est la divinité païenne de Cupidon, le fils de Vénus. Et je crois que c'est dans le texte 1 qu'on a. Donc vous pouvez faire un parallèle avec le texte 1. Je vous rappelle que vous étudiez l'œuvre en tant qu'œuvre intégrale. Donc vous pouvez naviguer dans l'œuvre. Donc dans le texte 1, on avait cette idée que, je ne sais plus exactement où c'est, mais que la divinité de l'amour inspire les amoureux et leur donne de l'esprit. Ah, voilà ça. Mais on ne ferait pas une divinité de l'amour s'il n'opérait souvent des prodiges. Donc cette divinité amoureuse est en rivalité en fait avec le Dieu des chrétiens qui est le Dieu de Tiberge, qui est le Dieu de la sagesse, qui est le Dieu de la raison, qui est le Dieu aussi de l'amour contrarié, parce que c'est le Dieu des bonnes mœurs. Et c'est celui qui s'oppose, c'est l'adversaire absolu du libertinage. Ô Dieu, que mes vœux étaient vifs et sincères. Donc il apostrophe directement Dieu, il entre dans un dialogue avec Dieu, et ce dialogue, il le fait deux fois, aux deux moments. Il prie le ciel
quand, en tant que personnage, il assiste à la mort de Manon, et il apostrophe Dieu en tant que narrateur quand il raconte l'histoire à Renoncourt, après la mort de Manon. Donc vous voyez, les deux moments s'entremêlent, et à chaque fois, le personnage est en dialogue avec Dieu, euh, dans un premier temps pour lui demander d'épargner Manon, et dans un deuxième temps pour tirer les conclusions de la mort de Manon. Par quel rigoureux jugement aviez-vous résolu de ne pas les exaucer? Donc la mort de Manon est présentée ici comme l'effet du jugement divin. Donc c'est la punition qui est décidée par Dieu pour châtier le libertinage de Manon. Donc vous pouvez rattacher ça à la dimension morale de l'œuvre. Vous vous souvenez de notre problématique qui était Manon Lescaut, roman moral ou immoral. Manon est très séduisante, vous vous souvenez de la phrase de Musset qui désespérait de ne pas pouvoir rencontrer Manon dans la vraie vie. Le roman est séduisant et il a été critiqué pour son immoralité à cause de la grande faiblesse de Desgrieux, de la complaisance immense de Desgrieux envers Manon et du côté assez fascinant, mystérieux du personnage de Manon. Mais l'abbé Prévost a toujours décrété, dans son avis au lecteur, dans ses préfaces, que l'objectif de son roman était un objectif moralisateur, qu'il s'inscrivait dans cette littérature du XVIIIe, comme les Liaisons dangereuses de Chodalot de Laclos, comme le Don Juan de Molière au XVIIe siècle, cette littérature qui n'est pas une littérature libertine, qui n'est pas une littérature qui prône le libertinage, mais qui au contraire est là pour mettre en garde les lecteurs contre les dangers du libertinage. Donc il nous montre, on a ici une sorte de leçon morale, parce qu'il nous montre les effets du libertinage, et les effets du libertinage, c'est la mort, et c'est la punition divine par la mort. On retrouve cette notion à la fin, lorsqu'il évoque le personnage de Manon. Je reçus d'elle des marques d'amour au moment même qu'elle expirait. Cette phrase associe temporellement, mais aussi au niveau factuel, elle associe l'amour et la mort. Il y avait beaucoup de jeux à l'époque baroque sur la proximité pour l'oreille entre amour et mort. Et cette proximité marche en français, elle marche en latin aussi. Amour c'est amor et mort c'est mors. Donc on a cette proximité dans les langues indo-européennes qui va beaucoup faire réfléchir les poètes et les auteurs, parce qu'elle va permettre toute une série de jeux sur cette attraction entre l'amour et la mort. Vous savez qu'en psychanalyse, on reviendra là-dessus aussi, sur la complémentarité entre Eros et Thanatos, le désir de vie et d'amour et de fécondité des humains qui est contrecarré, entravé par un désir de mort, une fascination pour la destruction. On voit partout, hein. Regardez aujourd'hui vos trousses, vos sacs, vos t-shirts avec des têtes de mort, il y en a partout. Donc il y a une fascination chez les humains pour la mort, la destruction, etc., qu'on retrouve dans le couple Eros-Thanatos. Donc c'est ce qu'on a ici. Il reçoit les marques d'amour au moment même qu'elle expirait. Dans l'itinéraire des deux personnages, l'amour et la mort sont liés. Ils meurent à cause de leur amour, à cause d'un amour irraisonnable, à cause d'un amour déréglé, qui ne respectent pas les conventions. Ils ne se sont pas mariés, ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'ont pas été fidèles, donc ils n'ont pas respecté les règles du jeu de l'amour saint, de l'amour chaste, de l'amour élevé, et ils reçoivent la punition qu'ils ont méritée. Donc on a cette facette-là dans le texte, et elle est assumée par Desgrieux. Petite parenthèse, parce que j'y pense, parce que je l'ai sous les yeux, dans l'évocation de la mort, vous pouvez réanalyser le « je la perdis » dans votre grand 2. C'est tout à fait étonnant comme façon d'évoquer la mort. Quand on... Oui, il aurait dû dire « elle mourut », ou « elle expira », ou voilà, « elle rendit l'âme », etc. Alors que là, il centre la mort de Manon sur lui, et sur la perte qu'il fait. Vous voyez, il ne centre pas la mort de Manon sur le personnage de Manon, sur l'être qu'est Manon, et qui disparaît, mais sur sa relation à elle. Et il se met en avant, c'est assez symptomatique, et c'est hautement narcissique quand même. Voilà, vous avez compris que j'ai pas une affection énorme pour le type de personnage que représente Desgrieux, mais voilà, c'est un personnage infiniment narcissique qui ramène toujours tout à lui-même. Donc la mort de Manon, d'un côté c'est une punition, de l'autre côté c'est une rédemption. Et on le voit de façon implicite dans la façon dont Desgrieux mène son récit.
on se rend compte qu'en fait, il va anoblir Manon par la description qu'il en donne, et il va faire en sorte que le lecteur euh, pense, ressente que la mort de Manon rachète ses péchés. Donc on avait déjà étudié en classe la description des lieux. Nous nous assîmes au milieu d'une vaste plaine sans avoir pu trouver un arbre pour nous mettre à couvert. Donc cette idée du désert dans lequel ils vont se réfugier prend une connotation religieuse. C'est un lieu d'introspection, c'est un lieu d'expiation. Vous repensez à Jésus qui part au désert. Les ermites vont dans le désert, donc c'est un endroit où on peut envoyer aussi les boucs émissaires, mais c'est un endroit où on fait un bilan sur sa vie, où on ne peut plus se cacher à l'ombre, dans des faux semblants, dans l'hypocrisie, etc., où tout est à découvert, où c'est un lieu de vérité, parce qu'il n'y a pas d'ombre, parce que tout est dans la lumière. Donc c'est dans ce lieu-là qu'ils vont passer leur dernière journée. C'est un lieu de révélation, de vérité, et c'est ça qui peut nous aider à comprendre la mort de Manon comme un outil pour le salut de son âme, pour sa rédemption. D'ailleurs, juste auparavant, on a accablé de lassitude. Pardon, elle me confessa. Alors confessa, c'est un terme de parole. Il ne faut pas surcharger la notion religieuse qu'on pourrait ajouter derrière le verbe confesser. C'est le même fessé que dans professeur. C'est celui qui parle. Donc confesser, c'est parler avec. Et c'est le sens premier du mot confession dans le texte de Saint Augustin. Donc Saint Augustin, c'est le premier qui utilise le terme de confession dans le sens où nous l'entendons. Donc on est au IVe siècle après Jésus-Christ. Et quand il écrit ses confessions, il ne veut pas dire qu'il va raconter sa vie et qu'il va raconter ce qu'il a fait de mal. Il utilise le terme de confession parce qu'il entreprend un dialogue avec Dieu, et confession a juste le sens de dialogue. Donc ici, c'est avant tout un verbe déclaratif, un terme qui renvoie à un échange de paroles, mais on est au XVIIIe siècle, pour les lecteurs modernes, XVIIIe, XIXe, XXe, XXIe, le terme confesser a forcément une légère connotation religieuse. Et on l'avait déjà dans la scène 1. Dans la scène 1, il était utilisé, et il était utilisé dans un contexte amoureux. Ici, c'est l'échec de Manon, c'est l'abandon de Manon, c'est sa résignation qui est dite par la confession. Parce que c'est le moment où elle baisse les bras. Il y a un petit moustique qui m'embête. Donc, accablée de lassitude, elle me confessa qu'il lui était impossible d'avancer davantage. Cette confession, cet aveu de Manon, c'est l'aveu de sa faiblesse. Et l'aveu de sa faiblesse qui va amener à sa mort. Et donc, voilà, c'est à la fin que vous allez retrouver à nouveau les marques de cette rédemption de Manon. Vous devez faire le lien entre, c'est tout ce que j'ai la force de vous apprendre, de ce fatal et déplorable événement. Fatal, ça veut dire qui est lié à la mort. Déplorable, qui fait pleurer. Et un événement, c'est quelque chose qui survient sans qu'on ait pu l'anticiper. Or, cet événement survient à la fin d'un processus. Et ce processus, c'est un processus qui est un processus d'expiation, et l'expiation ayant commencé avec la déportation de Manon aux Amériques. Donc il faut que vous rappeliez ici que la présence de Manon aux Amériques n'est pas fortuite. Elle n'y va pas comme ça en voyage touristique parce qu'elle a envie de découvrir la Louisiane. Elle y va parce qu'elle est déjà punie. Donc il y a une sorte de chemin de croix chez Manon qui est arrêtée, incarcérée, déportée. Elle traverse la mer et là, elle a une chance de rédemption. Mais en fait, sa rédemption va être parachevée par sa mort et par l'immense délicatesse, l'immense sagesse dont elle va faire preuve au moment de la mort. Et là, vous pouvez revenir sur le silence et l'immobilisme de Manon, qui en fait progressivement se transforme en gisante, se transforme en statue. Et je pense que vous pouvez rapprocher ça, par exemple, de la mort d'Atala, pour ceux qui ont lu Atala de Chateaubriand. Et la mort d'Atala, vous pouvez rapprocher ça aussi de la mort de Julie dans La Nouvelle Héloïse au XVIIIe siècle. Alors, je pense que personne parmi vous n'a lu ces romans, malheureusement, parce que c'est très très beau.
Atala, c'est superbe. Si vous avez l'occasion cet été de lire Atala et René, c'est deux très courts romans et vous verrez complètement ce qu'est un roman romantique. C'est merveilleusement écrit et puis c'est tout l'univers romantique qui est présent ici. Donc ce qui est important, c'est ça, c'est l'anoblissement de Manon à travers le regard de Desgrieux qui donne une grande solennité, une grande profondeur, une grande élévation d'âme au dernier comportement de Manon qui montre sa transformation au moment de la mort et elle est transformée par la proximité de la mort. Sa transformation a déjà commencé par son arrivée en Angleterre, en Amérique. On se rend compte que la déportation a porté ses fruits, ça a épuré son âme, ça a nettoyé un peu son âme, ça a atténué son libertinage, mais c'est la proximité de la mort qui va vraiment parachever ce processus d'expiation. Donc voilà, donc vous avez à peu près l'essentiel de ce que vous avez à dire et puis après vous complétez avec vos propres analyses personnelles. Voilà, bonne chance, ayez confiance en vous, vous avez bien progressé, vous avez les outils pour faire de bons oraux. Donc voilà, soyez serein, révisez avec constance, conscience, discipline, méthode, etc. Mais faites-le aussi avec sérénité et confiance. Bonne chance à tous.